Bien, bonsoir, on va commencer. Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler de WAN. Pour Wide Area Network, évidemment. On va parler de WAN et de VPN. Ok. Alors, il y a pas mal de choses à dire, donc je vais rester plutôt sur Facile cette fois-ci, je pense. Et on va pas non plus tout couvrir, parce que WAN, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. On va vraiment s'orienter sur les technologies qui permettent à une entreprise d'avoir une connectivité longue distance, au sens large. Donc ça veut dire, par exemple, une entreprise elle a un siège, elle a des agences. Comment est-ce que ces agences se connectent au siège pour accéder à des services? Ça peut être un intranet, ça peut être peu importe, des ressources partagées, des fichiers, etc. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Suivant le contexte, suivant le coût, suivant la qualité de service qu'on veut, suivant qui on est aussi. Est-ce qu'on est un organisme étatique? Est-ce qu'on est une petite boîte ou autre? On va regarder un petit peu les différentes options qu'on a, les technos associés, comment elles fonctionnent globalement. Je suis pas un expert en tout, très loin de là, je suis un expert en rien même. Mais en tout cas en WAN. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire déjà. Et on va aussi redéfinir ce que c'est qu'un VPN, parce qu'un VPN, on en parle un peu tout le temps sur Internet. Les gens disent n'importe quoi en général. Un VPN, bon, ça peut avoir plusieurs sens, mais on va revoir ce que c'est que le concept de base d'un VPN. Il n'est pas très compliqué. Et on va voir pourquoi est-ce que du coup ça peut nous permettre de faire telle ou telle chose. On va voir aussi quelle est la différence entre les VPN commerciaux qu'on nous vend, comme NordVPN, etc., et un VPN d'entreprise. Quelles sont les différences ou quelles sont les non-différences, et qu'est-ce qu'un VPN fait, qu'est-ce qu'un VPN fait pas. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je sais pas trop où ça va nous mener. Donc allons-y. Je vais partager mes notes là-dessus. Alors il y a des schémas qui sont pas de moi, qui sont de différentes sources que je citerai. Mais je vais pas refaire les schémas alors que je les ai tout prêts, tout beaux. Donc je citerai les auteurs évidemment. On va passer là-dessus. Ok. Bon, un WAN, c'est quoi un WAN? Je vérifie qu'on voit bien. Ouais, ça a l'air pas trop mal sur l'écran, sur mon retour. Ok, ça c'est bon. Je peux zoomer un peu. Un WAN, ça relie des LAN géographiquement distants. Donc voilà, des agences par exemple, un siège, des data centers, des sites en gros. Votre entreprise, elle peut avoir plusieurs sites. Ou même si vous, en tant que particulier, vous avez plusieurs localisations pour votre homeland par exemple. Vous avez besoin d'un LAN, d'un WAN pour relier ces différents LAN. LAN, je rappelle, c'est Local Area Network, donc réseau local. WAN, c'est Wide Area Network, donc réseau étendu. Là, on va pas parler d'internet, parce qu'internet c'est une sorte de WAN, mais là on va vraiment parler de WAN privé. Donc vous voulez relier des réseaux privés les uns aux autres au travers de liaisons longue distance. Et ces liaisons longue distance, elles peuvent être virtuelles ou pas, physiques, et on peut faire plein de choses avec. Et notamment, on peut se servir d'internet. C'est là où on va parler de VPN. Ou on peut ne pas du tout passer par internet. Ne pas passer par internet, ça veut dire passer par le réseau d'un opérateur par exemple, mais pas un opérateur dans le sens fournisseur d'accès internet, un opérateur dans le sens fournisseur de connectivité WAN, qui va exploiter lui des équipements qui vont faire cette connexion WAN. Ça peut aussi exploiter votre propre matériel longue distance, par exemple si vous avez, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en ont, mais des fibres optiques en propre entre des différents sites, entre différentes villes éventuellement. Ça reste du WAN et ça passe pas par internet, du coup c'est du pur privé. Alors on va voir on va parler parfois de réseau en étoile dans le cadre d'un WAN, et ça s'appelle le hub and spoke, mais ça on verra peut-être plus tard. Quand on va faire des liaisons longue distance, il y a deux choses qui vont rentrer en compte. Principalement, il y a le SLA.
le SLA, en fait, c'est ce qui va être négocié et notamment la qualité, enfin le taux de disponibilité. Donc ça va être tout ce qui est contractuel, donc la bande passante, la latence, etc. Tout ça c'est négocié et notamment, c'est très important, je l'ai pas mis là, mais la disponibilité. La disponibilité, généralement, elle va se compter en nombre de 9. En gros, ça c'est quelque chose qui est assez connu. Si on veut une disponibilité par exemple de 99%, ça fait 2 9. Si on veut une disponibilité de 99,9%, on va parler de 3 9. Si on parle de 5 9, ça veut dire ça, en fait. Et en fait, là c'est exponentiel parce que ici on tolère environ 3 jours, 3,5, enfin en fait 3,6, mais 3,65 jours de panne, voilà, annuel. Et là, on va tolérer 10 fois moins en gros. Donc, plus on va descendre, enfin, plus on va ajouter des 9 et moins on va tolérer de longues pannes. 3 9, je sais plus ce que ça fait, faudra regarder. Mais en gros, on s'autorise une panne de l'infra, une indispo de la liaison de 0,1% du temps. Voilà. J'espère que la musique est pas trop forte. Peut-être la baisser un peu. Non, ça devrait aller, je pense. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Historiquement, on avait les leased lines. C'est une ligne série. On loue une ligne série. Alors là, on est vraiment dans l'ancien monde cuivre avec des standards qui sont T1, T2. Donc ça, c'est ou eux. En Europe, c'est pas la même chose, mais ça, c'est des vieux standards qui étaient utilisés sur des liaisons cuivre. D'ailleurs, quel techno ça utilise les leased lines? Est-ce que c'est du coax? Je sais pas bien. Que nous dit Internet? Ouais, c'est ça, c'est le réseau téléphonique. Donc pair torsadé quoi, basique. Ouais. Ok. Bon, ils parlent pas de la France ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent en français là-dessus? Connexion dédiée est un contrat de service liant un opérateur de télécom à son client et par lequel il s'engage à fournir un lien de télécom symétrique. Symétrique, c'est intéressant, donc c'est pas la DSL, hein, entre deux sites distants. Alors, c'est des débits évidemment éclatés aujourd'hui. Hein. 1,5 mégabits seconde. En Europe, on avait 2 mégabits. Voilà, type E1, je connais absolument pas ces trucs. C'est du niveau 1, je pense, ou du niveau 2. Non, c'est du niveau 1. Donc c'est vraiment du physique, voilà, avec des bits de contrôle entre les trames, etc. Donc c'est du niveau, ouais, c'est du niveau 2, c'est du niveau, on va dire, liaison bas de la couche 2. Je pense. On peut monter à 34 mégabits par seconde, multiplexé, etc. Bon, là on est vraiment sur des vieux trucs. Il y en a toujours des lignes dédiées qui existent, je pense. Enfin, c'est sûr même. Et donc l'une des applications, c'est de former un réseau informatique privé en interconnectant des réseaux locaux par des réseaux étendus. Ok. Donc ça, c'est une ligne dédiée. Donc c'est du serial, encore une fois, c'est pas de l'Ethernet. Donc si c'est du serial, ça va être du HLDC, du PPP, par exemple. Faudrait que je fasse un cours, une discussion sur les couches basses. C'est très intéressant, les couches basses. Et notamment, ça permet de comprendre Ethernet. Parce qu'Ethernet est, je pense, assez mal compris en général. Parce que les couches basses sont très mal comprises. Et prendre du recul et généraliser un peu le rôle des couches basses en démystifiant les différentes fonctions réseau qu'apportent les couches basses, c'est, je pense, intéressant et voire utile pour vraiment maîtriser Ethernet. C'est mon avis. Et il n'y a pas qu'Ethernet. C'est quoi cette musique encore? Voilà. Il n'y a pas qu'Ethernet dans la vie, il y a plein d'autres choses. Ethernet s'est imposé parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est bien Ethernet, c'est pas cher, ça marche très bien, c'est scalable, etc. Enfin, scalable relativement. Mais il y a d'autres choses qui existent, et notamment quand on est sur des liaisons série, c'est pas de l'Ethernet, c'est d'autres protocoles qui sont mis en place.
Et c'est le cas pour la DSL. Et généralement, on va encapsuler soit de l'Ethernet là-dedans, soit encapsuler de l'IP directement. Je suis pas trop à l'aise avec ça, avec ces notions-là, mais on pourra l'étudier un jour. Donc on va avoir un fournisseur de service, un SP, Service Provider, qui va fournir des liaisons. Donc lui, il va opérer ces liaisons-là, basées du coup sur le réseau téléphonique. Débit pas terrible, voire carrément merdique aujourd'hui. Dédié, donc cher. Alors qu'est-ce que ça veut dire dédié? C'est qu'on va vous fournir une ligne dédiée. Elle va être utilisée que par vous. Elle n'est pas mutualisée. Et ça, c'est très important. C'est un premier élément à considérer quand on parle de WAN. C'est que là, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, un mode circuit. Un circuit, c'est un chemin de bout en bout entre, par exemple, votre data center et votre Office A. Un chemin dédié de bout en bout dont les ressources vont être réservées pour vous. Donc vous serez tout seul sur la ligne et donc ça va coûter cher. A l'inverse, des services mutualisés coûtent beaucoup moins cher parce que si vous ne parlez pas, il y a d'autres gens qui vont parler à votre place et la ligne sera beaucoup plus facilement rentabilisée pour le fournisseur. Et donc elle sera moins chère. Et donc on voit ici par exemple du data center, on a bien une liaison qui va à l'office A, une liaison qui va à l'office B, une liaison qui va à l'office C. Il n'y a pas de mutualisation ici. C'est vraiment, on a une ligne dédiée. Donc ça marche avec des gros torrents de per source AD qui ensuite sont patchés les uns avec les autres. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche en réalité, mais il y a une notion de dédié et de circuit qui va être mis en place. On va en reparler de cette notion de circuit. On parle aussi de circuit virtuel dans certains cas quand on fait de la réservation de ressources sur IP. On verra peut-être ça plus tard. Ensuite, on peut parler de connexion fibre avec Ethernet. Donc là, on était sur les vieilles liaisons téléphoniques. Là, on passe sur de la fibre optique. Et sur la fibre optique, on peut faire de l'Ethernet facilement. C'est des très longues distances. Et c'est du support partagé. Donc ici, il n'y a qu'un seul lien. Alors, c'est du support partagé. Ça dépend ce qu'on fait au milieu, en fait. Oui, c'est partagé si on a des équipements qui permettent de faire de la commutation au milieu. Ces schémas viennent de Jeremy IT Lab. C'est un excellent youtubeur. C'est un américain qui vit au Japon, qui a passé son CCNP et qui fait des cours CCNA, CCNP et d'autres choses de très bonne qualité. C'est un des, à mon sens, par rapport à ma pédagogie, enfin ma façon de voir les choses, c'est vraiment l'un des meilleurs pédagogues réseau qui fait vraiment du contenu précis. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Il fait du contenu précis. N'hésitez pas à aller voir Jérémy IT Labs. Il a un site internet aussi et surtout une chaîne YouTube avec notamment des playlists CCNP, CCNA. Donc très intéressant. Et j'ai tiré ces schémas de ces cours. Voilà. Donc là, on peut parler de fibre. Alors, on va oublier ça un instant parce que je pense qu'on parle pas de la même chose. Mais on peut louer ce qu'on appelle des fibres noires. Une fibre noire, c'est une fibre optique, soit qui nous appartient, soit qu'on va louer à un fournisseur. Alors généralement, quand on loue une fibre noire, en fait, à un fournisseur, par exemple, vous avez 2 sites dans votre ville. Le fournisseur, il n'a pas une fibre qui relie les 2 sites, comme par magie. Le fournisseur, il a un ensemble de fibres au niveau métropolitain. Et en fait, elles sont toutes plus ou moins interconnectées dans des locaux techniques. Et donc, il va aller connecter la bonne fibre sur la bonne fibre dans chaque loco technique pour faire un cheminement, comme ça. Donc, il a plein de fibres dans tous les sens. Et il va se dire, si je veux connecter en gros cette zone-là à cette zone-là, cette zone-là à cette zone-là, je vais devoir prendre ma fibre qui est là. Je vais faire un schéma, ça sera plus simple en fait. Si je passe là-dessus. C'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Ah oui, c'est normal. Voilà. Mettons, vous avez un site ici, puis un site ici. Le fournisseur, il a des locaux techniques un peu partout dans la ville. Je vais les faire ronds parce que... Ah oui, mais... Je fais la souris, ça va pas bien se passer.
Le fournisseur, il a, mettons, des locaux techniques un peu partout dans la ville, comme ça, avec des fibres qui sont reliées les unes aux autres. Comme ça, peut-être comme ça. Mais tout ça, c'est passif, hein, c'est purement des fibres optiques. Voilà. Et ben, en fait, il va vous connecter à son local technique. Bon, ça, pareil, il y a souvent des fibres qui sont tirées un peu partout, en fait. Donc ces fibres existent de base, comme quand vous avez la fibre à la maison, hein. Il y a des fibres dans votre rue tout le temps, partout. Et il va se dire, bah moi je vais patcher cette fibre là, hop, sur cette fibre là. Ensuite du coup j'aurai une liaison qui va arriver là. Ensuite je vais patcher celle-là sur celle-là, hop. Et du coup on va avoir une liaison là, et puis hop là on se raccorde en patchant ici. Et là vous avez une liaison de bout en bout niveau 1, donc purement physique. Alors on peut aller au-delà, en fait aujourd'hui il y a des réseaux optiques routés où vous avez des équipements qui vont basculer automatiquement pour avoir plusieurs chemins optiques, ils vont monitorer l'état du lien, etc. On va pas forcément rentrer dans les détails là. Mais on peut aller assez loin avec ce genre de choses. En fait, là, ce que vous allez louer, c'est une fibre noire. Vous pouvez l'éclairer comme vous voulez. Si vous voulez mettre du 100 Go, vous pouvez mettre du 100 Go. Si vous voulez mettre plusieurs longueurs d'onde pour multiplexer, vous pouvez mettre plusieurs longueurs d'onde, etc. Bon, ça coûte très cher parce que vous monopolisez une liaison à un opérateur d'infrastructure. Généralement, vous allez louer une paire ou une seule fibre, auquel cas il faut faire du bidirectionnel. Généralement, sur les liaisons longue distance, c'est ce qu'on fait pour économiser les brins. De bidirectionnel, en fait, si, en gros, une optique, ça ressemble à ça. Ça s'appelle un SFP. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est un SFP. Généralement, il y a deux trous. Il y a un trou RX et un trou TX. Un trou qui va émettre un laser, ou du moins un signal lumineux, et l'autre qui va le recevoir. Et ce signal lumineux, on va le moduler, et enfin, la source va le moduler, et la destination, en regardant cette modulation, va déduire les 0 et les 1 qui constituent le signal. Il existe des SFP bidirectionnels qui ressemblent à ça. Ils sont borgnes en fait. Il n'y a qu'un trou. Et en fait, on va utiliser une longueur d'onde différente pour l'émission et la réception. Donc, la longueur d'onde d'émission de l'un, d'un côté, sera la longueur d'onde de réception de l'autre côté. Et inversement. Donc, ils vont toujours par paire, ces SFP-là. Voilà. Ils vont toujours par paire et ils ont des couleurs un peu différentes comme ça. Et donc, du coup, ici, par exemple, c'est du 10 Go, 13-12, je sais pas ce que ça veut dire, 12-13. Ouais, alors 13-12, c'est pas une longueur d'onde, mais là on voit que c'est 13 en émission, 12 en réception, et inversement ici. On va être sur des longueurs d'onde de l'ordre de 1500 nanomètres à peu près, entre 1300 et 1500. C'est ce qu'on voit régulièrement. Ici par exemple, voilà, 1550 nanomètres en émission, 1310 en réception, et de l'autre côté, on aura la même chose avec réception et émission inversée. C'est ça un BIDI. Et donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est qu'on n'utilise qu'un brin de fibre optique et non deux pour une liaison bidirectionnelle. Donc, on divise par deux le nombre de brins nécessaires si on veut connecter par exemple 50 clients. Voilà. C'était la petite parenthèse SFP. Ce qu'on va pouvoir louer aussi, ce ne sont pas des fibres noires. Ça, c'est des fibres noires. Hop. On peut louer une lambda. C'est comme ça ou c'est comme ça, lambda? Lambda. Le symbole d'Half-Life, c'est ça. J'ai un horrible doute, ça fait très longtemps. C'est l'inverse. Ah. Fermer ma fenêtre. Ok, c'est bon. Donc, c'est comme ça, lambda, pardon. Peu importe. Je sais pas comment effacer. Je sais plus comment effacer. Ok. Ça veut dire quoi louer une lambda? Ça veut dire louer une longueur d'onde sur une fibre optique. Donc là, l'opérateur, il va pouvoir mutualiser plusieurs clients sur une fibre optique en utilisant une paire de longueurs d'onde différentes pour l'émission-réception de chaque client. Donc là, on n'est plus vraiment sur une fibre noire parce qu'on fait plus trop ce qu'on veut. Ça va imposer
à l'opérateur de mettre des équipements actifs sur le lien pour justement faire cette mutualisation. On appelle ça généralement du CWM ou du DWM. DWDM, pardon. C'est du multiplexage par longueur d'onde. On peut en mettre beaucoup aujourd'hui, je sais plus combien on peut en mettre, mais il me semble qu'on peut mettre plusieurs centaines de fibres optiques, de couleurs sur un même brin optique. Et donc potentiellement plusieurs centaines de clients, ou du moins plusieurs dizaines de clients sur une fibre optique. Et du coup, on va devoir mettre en place un multiplexeur DWDM. Parce qu'on va avoir soit on va demander aux clients d'avoir des SFP spéciaux, mais il faut les faire converger tous dans la même fibre, donc il faut quand même un équipement. Soit le client il va communiquer avec une fibre d'une longueur d'onde banale, donc les longueurs d'onde habituelles, monomode ou multimode, et ensuite on va avoir un équipement qui va convertir dans la bonne longueur d'onde et qui va être capable éventuellement, et c'est là où on a des réseaux optiques routés, de changer la longueur d'onde de sortie dynamiquement. Et donc si on veut basculer un client d'une fibre vers l'autre, et ben on va se dire ah oui mais sur cette fibre là la longueur d'onde 1550 nanomètres est déjà prise, donc pouf on va le basculer sur une autre longueur d'onde, etc. On va faire des choses très compliquées comme ça, et honnêtement j'y connais rien, donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà, les fibres optiques c'est vraiment un métier en fait. On appelle ça, ce métier, on parle souvent d'opérateurs d'infrastructures. Ce sont des gens qui possèdent des infrastructures physiques. C'est ce qui coûte le plus cher, donc alors il y a les historiques, il y a les Orange, etc. Mais on va avoir d'autres acteurs en fait. Par exemple, les sociétés d'autoroutes comme la PRR, ils tirent des fibres optiques sous les autoroutes ou sur le côté en fait. Sur le côté des autoroutes, parce que tant qu'à faire une autoroute, ça coûte pas beaucoup plus cher de poser une fibre optique à côté. Et du coup, ces fibres optiques là, ils vont les utiliser pour leurs propres besoins, donc par exemple pour les gares de péage, etc. Mais aussi, ils vont les louer. Et donc eux, ils vont peut-être utiliser une lambda ou deux lambda, et ils vont en louer 50 à des gens qui voudraient utiliser cette fibre optique pour interconnecter leur site. Voilà. Donc ça existe. Donc des opérateurs d'infrastructure, il y en a plein. Et notamment sur la scène de la fibre optique à la maison, la FTTH. En fait, c'est pas forcément Orange qui déploie les fibres optiques jusqu'aux maisons. Ça va être d'autres opérateurs. Des opérateurs qu'on connaît pas nous en tant que particuliers, des opérateurs d'infrastructure. Je pense notamment à Altitude ou ce genre de boîtes qui sont souvent locales et qui s'occupent du déploiement à la campagne notamment. Alors, pareil, je suis pas du tout un expert en fibre optique, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je sais pas, si je vais sur le site d'Altitude Infra à Dijon par exemple, voilà. Je sais que c'est eux dans mon coin. Et ben eux ils sont opérateurs d'infrastructure et donc ils proposent, opérateurs d'infra spécialisés dans la fibre optique. Typiquement ce qu'on est en train d'expliquer. Ils proposent différents services plutôt liés au physique en fait. C'est à Côte d'Or. Nom du réseau Corail, voilà, c'est des réseaux locaux, périmètre 57 000 foyers. Bon. Et chaque région a ses opérateurs d'infra locaux qui vont gérer le déploiement physique. Études d'ingénierie, NRO, sous-répartiteurs, etc. Les PBO. Enfin bon, voilà. On va pas non plus parler de FTTH, c'est un sujet assez compliqué. Tout ça pour dire que on peut louer des fibres noires ou on peut louer des longueurs d'onde sur des fibres qui ne nous appartiennent pas. Comment on connecte deux sites? D'autres façons de faire. Une façon hyper classique, c'est d'utiliser une connexion via Internet en montant un tunnel VPN. Et donc là, c'est le truc le plus classique. Tous les sites ont une connexion Internet et on passe par Internet pour établir une connexion. C'est la définition d'un VPN. Et on verra tout à l'heure comment est-ce que ça s'implémente. C'est pas très compliqué, c'est juste de l'encapsulation. Il y a 1000 façons de faire. Il y a 1000 technos qui existent pour faire ça.
qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, Ici, on parle d'IPsec, c'est une façon de faire. On passe donc par un opérateur internet existant. Donc autant la connexion VPN, elle va pas coûter grand chose, voire rien du tout. Autant la connexion internet, elle va coûter pas très cher. Internet, c'est pas très cher aujourd'hui, en tout cas en France. Beaucoup moins cher que tous les services de WAN dédiés, nécessairement, comme les leaselines, comme les fibres noires évidemment. C'est flexible internet, par contre c'est pas hyper fiable, et surtout vous n'avez pas de garantie de fonctionnement. Même si, enfin, vous pouvez passer effectivement par de l'internet pro, qui sera mieux que de l'internet pas pro. Mais globalement, la fiabilité, internet, c'est un réseau sur lequel il y a des milliards d'acteurs. Il n'y a pas une garantie de service sur internet, ça n'existe pas. Vous avez des garanties de rétablissement de la connectivité chez les opérateurs sur des abonnements pro qui coûtent beaucoup plus cher que les abonnements pas pro. Mais ça reste internet, c'est pas quelque chose qui est fait pour être absolument fiable. C'est fait pour être résilient, robuste et tout, et ça marche très bien, mais vous n'avez pas de garantie notamment sur les débits. Si internet est congestionné à un certain endroit, votre trafic il passe pas en priorité, quoi. Donc si vous avez besoin de liaisons critiques avec un certain débit et une garantie de débit, internet ça marchera peut-être un jour et ça marchera peut-être moins le lendemain. Il y a tout le monde dessus, voilà, il suffit qu'il y ait plus de monde à un moment à un certain endroit et ça peut congestionner, ça peut dropper, votre trafic il va pas forcément passer en priorité. Même il va pas passer en priorité, il n'y a pas vraiment de notion de priorité sur internet. Donc internet c'est très bien pour faire des connexions à pas cher en VPN. C'est une solution extrêmement abordable parce que avec un simple abonnement à 20 balles par mois, même moins que ça maintenant, on peut monter un tunnel gratuitement avec des technos gratuites, avec du matériel, enfin même sans matériel physique, avec du matériel purement virtuel, enfin du matériel virtuel, on va dire des logiciels gratuits. Par exemple, vous installez 2 PC sous Linux, ils ont une connexion internet, ils sont capables de faire un tunnel de l'un vers l'autre et être sur le même réseau virtuel, gratuitement. Mis de côté le coût d'accès internet que vous avez dont vous avez de toute façon besoin. Donc c'est une façon vraiment pas chère du tout. Mais c'est une façon vraiment pas fiable en termes de débit, de latence aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a la latence qui rentre en compte. On peut pas vous garantir une latence faible sur internet, c'est pas possible. C'est complètement impossible. On peut pas vous garantir une gig faible. La gig, c'est jitter en anglais, c'est la variation de latence. Donc avoir une faible latence, ça peut être important, mais parfois ce qui est important, c'est que la latence soit plutôt stable. Qu'il n'y ait pas des gros pics de latence, et puis juste après, il n'y a plus de latence, et puis ça recommence, etc. Ça, pour certaines applis, ça peut être hyper pénible. Donc, par exemple, de la voix, si le temps que met votre voix à arriver à destination, si ce temps est long, déjà c'est pénible, mais si ce temps est super variable dans le temps, en fait c'est pire. Je préfère partir du principe que mon interlocuteur m'entend une seconde après, mais tout le temps, c'est ce qui est assez long en voix, plutôt que des fois c'est une seconde, des fois c'est 5 secondes, des fois c'est 0 secondes, et là on n'arrive plus à s'entendre parce qu'on n'arrive plus à anticiper, etc. Donc la bande passante sur internet elle n'est pas garantie, le débit n'est pas garanti, du coup le débit n'est pas garanti, la latence n'est pas garantie, la gig n'est pas garantie. Voilà. Et ça, suivant les applications, soit on s'en fout. Par exemple, moi mes backups ils passent par internet, enfin ils passent par un tunnel qui est monté sur internet pour mon backup off-site. Je m'en fous complètement que la qualité de service soit pas bonne. Voilà. Un autre inconvénient d'internet, c'est que vous savez pas par où passe le trafic, vous savez pas qui l'écoute, le trafic. Et du coup, on peut pas considérer qu'on est en sécurité sur internet. N'importe qui, alors c'est faux, pas n'importe qui, mais des acteurs peuvent lire votre trafic s'il n'est pas chiffré. Donc il faut chiffrer le trafic. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrête pas de nous bassiner avec ça quand on parle de VPN. C'est que ça chiffre le trafic. Après, du HTTPS, c'est chiffré de base aussi. Donc là, vous avez 2 couches de chiffrement.
Bon. Il y a cette notion qui est quand même très importante. Sur Internet, il faut que le trafic soit chiffré. C'est capital aujourd'hui. Et je me rends compte que je n'avais pas fait la transition. Donc voilà, ici on voit tunnel IPsec entre le data center et les différents sites. Le tout passant par Internet. Alors, j'en parle très rapidement. Direct Connect. De ce que je comprends, Direct Connect, c'est un truc qui est à la mode parce que les gens font du cloud et tout. Moi, je fais pas de cloud, donc je suis pas très familier avec ces notions-là. Mais pour accéder, par exemple, à Amazon, soit on passe par Internet et l'accès il est pas hyper efficace pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est qu'Internet c'est pas efficace. Enfin, ça marche bien Internet, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas fiable en termes, encore une fois, de latence et tout. Du coup, l'astuce c'est de se connecter directement avec Amazon. Et Amazon a ce qu'on appelle des POP, des points de présence, des points of presence, un peu partout, dans plusieurs data centers dans le monde. Et il suffit, entre guillemets, d'être présent dans ce data center là pour pouvoir se connecter avec eux directement. Donc en fait, c'est du peering privé pour ceux qui connaissent un peu ces notions-là. On va en gros se brancher directement sur un équipement d'Amazon et on va rentrer dans le réseau d'Amazon directement. Et eux, derrière, ils ont leur propre réseau pour vous amener où il faut, sans passer par Internet. Donc là, vous passez pas du tout par Internet et vous pouvez avoir une connexion avec votre fournisseur de cloud sans passer par Internet. Vraiment en se branchant directement chez Amazon. Amazon ou n'importe quel fournisseur. Je sais pas où sont les POP de Direct Connect AWS. Non, c'est une doc ça. Est-ce qu'on a une carte? Absolument pas. Je sais pas. Si quelqu'un est à l'aise avec ces choses-là, qui me le disent parce que London Pop. Je sais pas du tout où je suis là. Ouais, mais ça c'est pas mal. Ouais. Bon, peu importe. Donc c'est une façon de faire. MPLS Direct Connect, on passe par du MPLS. MPLS, j'en parlerai après. On accède au POP de notre fournisseur de cloud via MPLS et non pas directement. Bon, ensuite c'est des notions de design. En fait, on se dit que donc ça vient du livre officiel ENSLD. On peut se dire on a un VPN MPLS, un VPN basé sur Internet. Bon, je vais pas expliquer MPLS, mais ça va venir. Et on peut se dire l'idéal c'est peut-être d'avoir 2 providers MPLS. Donc 2 routeurs différents avec 2 providers. Ça c'est le top du top. On peut aussi avoir un routeur qui va vers 2 providers. On peut avoir un routeur qui va vers Internet d'une part pour monter un tunnel et accès MPLS d'autre part. Et ensuite on load balance ce trafic en fonction de critères. Par exemple MPLS va vous permettre d'avoir une garantie de service, de latence et tout. Et on se dit voilà, tel type de trafic qui va passer par le MPLS, tel petit trafic qui va passer par le VPN Internet. On peut avoir 2 routeurs qui vont implémenter chacun du MPLS et de l'Internet. On peut avoir un routeur Internet, un routeur MPLS. On peut imaginer toutes sortes de choses. On peut avoir 2 routeurs MPLS qui vont utiliser 2 service providers différents MPLS. Donc vous allez vraiment avoir 2 environnements MPLS complètement différents. Ça c'est le top. Mais ça coûte cher évidemment parce que vous payez 2 fois le service. Vous pouvez aussi avoir un seul service provider, mais qui va vous garantir de passer par plusieurs chemins physiques pour aller sur son backbone. Orange fait ça avec OBS, les offres RS2 notamment, où vous avez vraiment 2 moyens d'accéder à Orange, et on vous garantit que ça passe vraiment par 2 chemins complètement séparés au niveau physique. Voilà, bon, ça c'est des considérations de design, on peut faire plein de choses.
Donc voilà, par exemple single router, single home, bon bah là voilà. Là on peut avoir 2 ISP pour aller sur internet, donc 2 fournisseurs d'accès pour aller sur internet, qui vont arriver sur un seul routeur, ou alors on peut avoir carrément 2 routeurs qui vont chacun aller sur un fournisseur différent. Ça c'est pour l'accès internet, hein. Ça c'est pour l'accès VPN MPLS. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, un peu la même chose, un peu l'historique, un tout petit peu. Alors, on va déjà parler des VPN Internet avant de parler de MPLS. Quelque chose qu'on voit très souvent, c'est IPsec. IPsec, alors en fait, c'est pas un protocole, c'est un framework IPsec qui va permettre de faire beaucoup de choses. C'est assez lourd à mettre en place, c'est assez complexe, sauf quand on a une solution toute pré-packagée, mais on peut l'explorer un petit peu, hein, IPsec ici. C'est un framework de standard ouvert, donc il y a des RFC, pour fabriquer des tunnels chiffrés. Alors c'est natif en IPv6, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. On utilise ISAKMP pour un échange de clés, et ensuite on va rajouter un header. Il y a 2 types de header, il y a le HA et le SP, et on a 2 types de transport. Soit on va encapsuler le paquet, soit on va juste rajouter un header et on va garder les IP source et dest natives. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça parce que c'est assez lourd et ça fait un moment que j'ai pas révisé non plus. Mais voilà, on a 2 headers possibles qui vont fonctionner différemment selon le mode de transport utilisé. On peut utiliser que AH qui garantit l'authentification ou que ESP ou les deux. ESP c'est l'encapsulation et le chiffrement. Donc le AH il va garantir l'authentification, donc on va empêcher un attaquant de modifier le paquet. Et le SP il va le chiffrer, donc ça va garantir la protection des données. Ça passe ou pas le NAT suivant le mode qu'on utilise. Et du coup il y a 2 modes de transport, comme j'ai dit. Donc le transport mode il chiffre et il authentifie uniquement la charge utile du paquet original. C'est-à-dire que le header IP n'est pas modifié. C'est que sa charge utile qui va être chiffrée et signée. Donc on route selon le paquet original. Il n'y a pas de fonction overlay, donc là c'est pas du tunnel. Ça passe pas le NAT, ou ça passe le NAT avec ESP. Bon. Donc avec le header justement qui vient être ajouté là. Et en mode tunnel, on chiffre entièrement le paquet original et on ajoute l'header IPsec. Donc là on fabrique un nouveau paquet dont le contenu est le paquet original. Utiliser plutôt de routeur à routeur et ça passe le NAT avec ESP. Voilà. Je vais très vite, hein, je sais, parce que c'est vraiment juste une surfacique, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va échanger des clés avec différents frameworks. Donc ISAKMP c'est un framework de négociation de clés qui peut être implémenté avec IKE, IKE v1, IKE v2. Ça c'est vraiment les protocoles d'échange de clés. Main mode, aggressive mode, quick mode, ça c'est la façon dont on va négocier. Différents types de chiffrement, donc généralement on va utiliser de l'AES à la fin. Différents hash, aujourd'hui on fait plutôt du SHA. On peut utiliser un certificat, on peut utiliser une clé partagée, du Diffie-Hellman pour échange de clés, etc. Des transform sets, ça c'est des les ensembles de combinaisons de protocoles de chiffrement, etc. Bon. IPsec c'est tout ça. IPsec c'est un ensemble de façons qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour mettre en place du chiffrement au-dessus d'IP. Juste au-dessus d'IP. Pourquoi on en parle? Parce que généralement IPsec il est là pour faire un tunnel. Alors, c'est quoi en fait un tunnel? Pourquoi on parle de tunnel? En fait, là je vais repasser sur la tablette. Hop là. En fait, on va voir notre paquet IP source. Notre PC, il va envoyer un paquet IP qu'on va représenter comme ça. Donc là, il y a source, destination, ça c'est les adresses IP. Et dedans, il y a la charge utile. Charge utile. Donc c'est très simplifié évidemment, hein. IP il y a beaucoup plus de champs que ça, mais globalement il y a une source, une destination et une charge utile. Et ça,
on va l'envoyer sur notre routeur qui, grâce au champ destination, et en vrai parfois source et peut-être parfois autre chose encore, il va réussir à le router. Notre routeur va connaître s'il a plusieurs routeurs comme ça, tac tac, mettons le réseau il ressemble à ça. Notre routeur il va regarder la destination, il va se dire ah oui c'est la destination, je sais qu'elle est par là. Ça, le paquet va arriver sur ce routeur là, il va se dire ah oui la destination je sais qu'elle est par là ou par là et on va passer par là. Et ce routeur là il est connecté à la destination parce que la destination elle est là. Ça c'est la base d'IP. Mais maintenant, je vais rajouter un... Non, ça va. On va passer à l'échelle. On va avoir un réseau internet qu'on maîtrise pas. Et nous, on a un réseau privé. Et on aimerait bien... On a deux réseaux privés, on aimerait bien qu'ils communiquent. Sauf que ces IP, c'est des IP privés, par exemple. Elles sont pas routables sur internet et on n'a pas envie qu'elles se retrouvent sur internet, elles n'ont rien à y faire. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on veut faire un tunnel. Et nous on aimerait bien faire un lien virtuel là comme ça. Mais sauf que les IP qu'on va utiliser, par exemple elles sont pas routables sur internet. C'est des IP privés. Allez, en 192, 168, etc. Allez, là on va mettre point 1. On va dire qu'on a le réseau point 1 ici. Et ici, on va voir 192.168.2.0/24. Pour les débutants, .0/24, ça veut dire qu'on peut utiliser cet octet là complètement. De 0 à 255 en gros. Bon, c'est une simplification. Mais ça veut dire en gros point 2, point quelque chose. Voilà. Comment on va faire? Et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre paquet IP de tout à l'heure, je vais remettre ici, source, destination et charge utile. On va dire que c'est du HTTP. Oui, je sais, il y a du TCP, etc. Me faites pas chier. On simplifie. Et ben en fait, je vais le mettre quelque part dans un autre paquet IP. Source, destination. Et la charge utile de ce paquet IP, ça sera mon autre paquet IP. Pouf! Et ça, ma source et ma destination, ça c'est des IP qui sont routables. C'est des IP internet. C'est des IP publics qui sont portés ici et ici. Et du coup, ce routeur là, il va encapsuler le paquet qu'a émis mon PC. Ce qui est rouge, je vais le faire en rouge. Ce qui est privé, je vais le faire en rouge. Voilà. Le paquet qu'a émis mon PC, le routeur lui va l'encapsuler dans un autre paquet IP qui va envoyer sur internet, parce que cette fois-ci on peut passer par internet pour arriver là. Et ce routeur il va le décapsuler et il va l'envoyer, du coup ça sera en rouge, il va l'envoyer au PC. Et là, on a à nouveau notre source destination originale. Et ce PC, c'est la destination. Le destination ici, ça va être l'IP de ce PC qui est par exemple point 10. La destination c'est peut-être 192.168.2.10. Oh, ça arrive là. Et pourtant, on a traversé Internet. C'est ça le principe de l'encapsulation. Et ça s'appelle un tunnel. Hop. Alors, c'est très simplifié. Parce qu'en vrai, c'est pas IP sur IP, généralement, c'est d'autres choses. Mais c'est ça le principe. C'est ça le principe d'un VPN. Et pour ceux qui ont fait des cours de réseau un peu nuls, où vous avez vu le modèle OSI, etc., avec couche 1 physique, couche 2 liaison, couche 3 réseau, etc. Et ben en fait, je rappelle le modèle OSI, comme ça, on va prendre le modèle TCP/IP, couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, couche 5. Donc ici, on va voir physique. Là, on va voir liaison. Là, on va voir réseau. Transport. Et application. En gros, le principe d'un VPN, c'est que la couche application, elle va être égale à généralement 2, 3, 4, 7. L'application d'un paquet de VPN comme ça va être un autre paquet avec les couches 7, 4, 3 et parfois 2.
Des fois on transporte un paquet IP, des fois on transporte une trame. Ok, ça peut faire clic. J'ai déjà eu des élèves qui ont cliqué vraiment quand on leur expliquait comme ça. Et ça c'est le principe de l'encapsulation. Donc la charge utile, l'application d'un VPN, c'est un paquet IP. Faut vraiment le voir comme ça. Un paquet IP ou une trame Ethernet. Voilà. Donc en site à site, on va utiliser souvent IPsec. On chiffre le paquet IP et on l'encapsule avec un header. On a une clé de session pour chiffrer, donc là le chiffrement est important parce qu'on va passer par Ethernet, qui est un réseau non maîtrisé. Et c'est assez intéressant, mais seuls les routeurs des sites ont besoin d'IPsec. Donc quand vous avez plusieurs sites, si mettons j'ai Internet au milieu. Oh là, mais qu'est-ce que je fabrique? Que vous avez un site ici, un site ici, un site ici. Au niveau de chaque site, vous avez un routeur d'accès Internet qui va être connecté à Internet. Et il y a uniquement ces routeurs-là qui vont monter les tunnels. Donc lui va monter un tunnel vers lui. Lui il va monter un tunnel vers lui. Et lui, il va monter un tunnel vers lui. On appelle ça, en fait, on commence à voir apparaître la notion d'overlay dont j'ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a un réseau au-dessus d'un réseau. Parce que là, on a le réseau physique, on va dire, c'est Internet. Mais au-dessus, on a un réseau qui ressemble à ça. Tout simplement. Avec les LAN ici de chaque réseau, de chaque site. Ça, c'est notre overlay. Et ça, c'est notre underlay. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le PC qui est là, et puis le serveur qui est là, déjà ils peuvent communiquer, c'est cool, mais ils n'ont pas besoin d'implémenter IPsec. C'est complètement transparent pour eux. Ils n'ont aucun moyen de savoir que le destinataire, si ce PC veut communiquer à ce serveur-là, le PC n'a aucun moyen de savoir que ce serveur-là, il est derrière un tunnel IPsec. Ou plus précisément, le flux passe par un tunnel IPsec. Il va voir qu'il y a tant de sauts de routage, mais il verra pas les sauts de routage sous-jacents. Parce qu'ici, sur Internet, pour que ce tunnel existe, il y a peut-être 50 routeurs à traverser. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a peut-être plein de routeurs à traverser. Mais ça, c'est complètement transparent. Si on fait un traceroute, on ne peut pas le voir. Parce que le prochain saut, du point de vue de ce routeur-là, pour arriver ici, du point de vue de l'intérieur du tunnel, il est direct. Le prochain saut, c'est le routeur là. Et on est directement sur le réseau destination. Parce qu'il faut regarder ce schéma-là. Ce qui est à l'intérieur du tunnel, c'est ce qui est en vert là. Il faut regarder ce schéma-là. Lui, ben, il voit que pour aller là, ben, il traverse ce routeur-là et ce routeur-là. Et c'est tout. Il sait pas qu'en vrai, dessous, il y a plein d'autres routeurs. Parce que le paquet, il n'est pas modifié. Il est transporté. Si je reprends ici, le paquet qui entre ici, le rouge, le paquet rouge là, il n'est pas modifié tout le long du trajet là. Il est même pas décrémenté au sens TTL. Donc c'est complètement transparent. Alors, il y a des limitations. IPsec, c'est de l'unicast seulement. Ce qui fait qu'on peut pas annoncer de route. Ça, c'est pas cool. Parce que souvent, les routes, elles sont annoncées avec des protocoles de routage qui utilisent du multicast. OSPF, par exemple. Il y a des solutions, c'est d'utiliser GRE par-dessus, GRE. GRE qui va permettre de juste ajouter une couche d'encapsulation qui permet derrière de mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Quand on veut mécher, c'est compliqué parce que c'est du point à point. Donc dès qu'on veut mécher, c'est-à-dire ne plus faire du point à point mais avoir du multipoint, comme ici, on commence à avoir du multipoint, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à gérer, etc. C'est pas vraiment fait pour. Alors Cisco a mis au point le protocole
DMVPN, qui est en gros une automatisation d'IPsec et de GRE pour avoir du point multipoint avec IPsec. Mais de base, IPsec c'est vraiment pas fait pour faire du multipoint. Alors, GRE c'est je vais dire l'inverse, mais c'est pas vrai. C'est du tunnel mais sans chiffrement. Donc là c'est vraiment, on prend IP, on le met dans un paquet GRE. Et ce paquet GRE, c'est un paquet IP avec 2-3 infos en plus. Quasiment rien. Et l'avantage de ça, c'est que c'est vraiment un framework hyper simple pour pouvoir faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc plusieurs protocoles L3, si on veut inventer notre propre protocole L3, on peut, c'est compatible. On peut faire du multicast, on peut envoyer du broadcast, on peut faire beaucoup de choses. Avec GRE, c'est vraiment, en fait, GRE, ça veut dire générique. Le G veut dire générique. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir tunneler n'importe quoi. On prend un truc, on le met dans GRE, et GRE, il est routable. Il est routable parce qu'il est basé sur IP. Et c'est tout. Et donc, ce que voit la couche IP au-dessus, c'est du GRE. C'est pas un truc bizarre non identifié, c'est du GRE. Et là, à partir de là, c'est simple. Donc, on peut transporter du multicast, etc. Et donc, GRE over IPsec, ben, le paquet initial qu'on veut, donc le paquet utilisateur, on l'encapsule dans du GRE avec un nouveau header IP du coup. Puis l'ensemble est chiffré et encapsulé dans un header IPsec. Donc en fait, là, IPsec va s'occuper de chiffrer GRE, ce qu'il sait faire, alors qu'il ne sait pas chiffrer et encapsuler du multicast par exemple. Il ne sait pas le faire. Ici, c'est GRE qui va prendre le chiffrement à la place de sa propre charge utile. Enfin, c'est mal dit, mais c'est GRE qui va se faire chiffrer ici. Évidemment, comme la charge utile de GRE, c'est notre paquet à nous, le paquet utilisateur, il va se faire chiffrer aussi, mais ça sera transparent du point de vue d'IPsec. IPsec sait gérer GRE, il sait pas gérer n'importe quoi IPsec. Il sait gérer GRE parce que c'est un protocole classique qui fonctionne sur IP. Et donc, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, et ça passera. Voilà, je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Remote Access VPN, c'est quoi ça? Basé sur TLS, permet de se connecter au site depuis Internet. Oui, bah ça c'est les VPN classiques utilisateurs. Alors ça va être NordVPN par exemple. Ça, c'est pareil. Comment ça va fonctionner? Votre NordVPN ou n'importe quelle solution. NordVPN c'est basé sur WireGuard. Vous avez un PC, il est connecté à un LAN, qui est connecté à un routeur, qui est connecté à Internet. Et de l'autre côté, vous avez un autre routeur, celui de votre entreprise, qui est connecté au LAN de votre entreprise. Et vous avez un serveur et vous voulez joindre ce serveur-là. Bah, c'est le même cas que tout à l'heure en fait. Sauf que ici, le VPN, il va plus être installé au niveau du routeur et le tunnel, il va pas être monté de façon permanente entre les deux routeurs-là. Le VPN, il va être monté ici, entre ici et le routeur là. Et donc pas de façon permanente, mais de façon temporaire au moment où on veut. Et du coup, il y a quelque chose qui va être injecté dans votre ordinateur, dans la configuration. Votre table de routage va être modifiée. Soit le VPN va se configurer pour que tout votre trafic soit envoyé dans le VPN, soit il va être configuré pour que simplement le trafic à destination du réseau de votre entreprise soit envoyé dans le VPN et que le trafic hors entreprise, donc YouTube, etc., Twitch, soit envoyé nativement sur Internet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Envoyé dans le VPN, bah, ça veut dire que votre PC il va générer un paquet source destination à destination de ce serveur là. Et en fait ça peut pas sortir sur Internet. Ça peut pas, ou on n'a pas envie que ça sorte sur Internet, on a envie que ça aille dans notre entreprise, dans le réseau de l'entreprise. Et ben ça va être configuré pour que les paquets dont la destination correspond au réseau de l'entreprise, et ben ces paquets là soient encapsulés dans un autre paquet IP, source destination, qui lui va sortir sur votre routeur. Et la destination, cette fois, ce ne sera pas votre serveur, ce sera la destination de votre passerelle VPN.
ici. Et donc ce paquet rouge va aller sur Internet, faire son chemin sur Internet, va arriver sur ce routeur-là qui appartient à l'entreprise, va être décapsulé, et là on va retrouver le paquet vert qui va pouvoir être livré à destination, et puis inversement. Donc ça c'est du VPN exactement comme Forti, comme NordVPN ou autre. Alors, NordVPN c'est un peu différent parce que vous accédez pas à un réseau d'entreprise, vous accédez à Internet mais via ailleurs, comme ça. C'est tout. Et ce ailleurs, généralement, c'est pour être dans un autre pays. Donc voilà, soit on fait sortir tout le trafic par le VPN, soit on fait sortir uniquement le trafic qui concerne l'entreprise. Voilà pour... et je suis en train de me... Je sais pas depuis quand. En fait, si ça se trouve, j'ai mon explication. Mon explication n'est pas du tout passée parce que j'étais pas sur la bonne fenêtre. Je vais la refaire très rapidement. Notre PC ici, source destination en vert. Source, bah, c'est le PC. Destination, c'est le serveur ici qui est dans le réseau d'entreprise. On a configuré notre VPN pour que ce qui est à destination de tel réseau, le réseau des entreprises, ça passe par le VPN. C'est-à-dire que notre PC, il va rajouter une couche d'encapsulation, donc un paquet IP avec différentes couches. Donc là, un paquet IP, c'est niveau 3, mais également niveau 4 et niveau 7. C'est-à-dire généralement du TCP. Et ensuite un petit peu de blabla applicatif. Mais la destination ici, du paquet rouge, qui va encapsuler notre paquet vert, c'est la passerelle VPN, ici. Et donc du coup, bah, le paquet, il va sortir là nativement sur Internet, le paquet rouge, arriver, faire son chemin sur Internet, arriver ici, et ensuite on va pouvoir le décapsuler. Voilà. Je vais essayer de faire gaffe aux fenêtres que j'affiche, parce que sinon, compliqué à suivre. Alors ensuite, L2VPN, L3VPN. Ici, on veut connecter deux sites. Il y a deux façons de connecter deux sites. Soit on essaie de faire en sorte du coup je repasse là. On a un site ici, on a un fournisseur d'accès ici, et on a un site ici. Ça peut être Internet ou autre. Ici, hop là, on a un routeur comme ça, qui est à nous. Un L2VPN, en fait, il va faire en sorte que des trames qui sont générées ici puissent arriver ici. Et je parle bien de trames. Un L3VPN, ça va être des paquets IP. Donc un L3VPN, du point de vue de notre PC qui est là, notre PC va être sur un réseau, comme ça. Et en fait, tout ce qu'il va voir, c'est que pour accéder à un PC ou un serveur qui serait là, il constate, en regardant sa table de routage, que le serveur destination n'est pas dans son réseau à lui. Donc il va falloir que le paquet se fasse router. Donc on l'envoie à notre passerelle. Et notre passerelle ensuite, bah, son travail, ça va être, par un moyen ou un autre, d'envoyer ça dans le VPN. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça marche. Et notre VPN le recrache au bon endroit, magiquement. Et on peut arriver sur le serveur. Mais c'est du niveau 3, donc c'est-à-dire que c'est simplement, ok, la destination n'est pas sur mon réseau, je sais pas où elle est, mais moi je l'envoie à ma passerelle et ma passerelle elle se débrouille. C'est plutôt simple à mettre en place. Par contre, ça demande que votre fournisseur d'accès connaisse vos routes, ils connaissent vos réseaux. Et si vous ajoutez un réseau, comme ça, eh ben il faut le déclarer. Alors, il faut l'annoncer en fait, soit statiquement, soit avec un protocole de routage. Il y a tout un ensemble de problèmes qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe si deux clients ont
les mêmes réseaux? Ça, c'est une première question. Qu'est-ce qui se passe si en fait j'ai un troisième site? Comment est-ce que je sais à quel site je l'envoie? Est-ce que je l'envoie tous ou pas? Ben normalement non, parce qu'on a appris les routes, donc on sait qui est où. Ok. Ensuite, comment ça marche? Est-ce qu'on va arriver sur les routeurs de l'opérateur ici comme ça, et puis simplement les routeurs ils vont apprendre nos routes, et du coup ça veut dire que le backbone va connaître toutes les routes de tous les clients. Ça peut devenir rapidement très compliqué. Je vais changer de playlist. Ça devient un peu nimp. Bon, on va essayer ça au plus grand des hasards. Ça, c'est pas scalable, par exemple, donc ça va être compliqué. Bref, il y a plein de questions qui vont se poser comme ça. Parce que là, si on a plein de clients qui commencent à annoncer plein de routes à notre réseau, ça va vraiment devenir le bordel parce qu'on va avoir de l'overlapping et puis les routeurs de cœur, ils vont devoir avoir des tables de routage gigantesques. Ok, premier problème. Deuxième façon de faire. On a toujours nos deux sites avec un opérateur au milieu. Mais cette fois, on veut que ce PC, il parle à ce serveur en pensant être sur le même réseau. Mais vraiment le même niveau 2, le même VLAN, le même LAN. Et donc en fait, on veut pas quelque part que le PC il utilise sa passerelle. On veut vraiment que ce PC pense qu'il y a juste un switch entre lui et le routeur. Et encore, le PC il peut pas voir qu'il y a un switch, donc un fil, enfin voilà. On veut que le PC pense ça. Donc on veut que notre fournisseur d'accès se comporte comme une sorte de switch géant. Sauf qu'on peut avoir 2 sites, mais on peut aussi peut-être avoir 3 sites. Et on va avoir plein de clients, etc. etc. Ça, c'est du L2VPN. C'est-à-dire un VPN de niveau 2. On va étendre des LAN. Alors, ça peut faire penser à la session de la dernière fois où on a parlé de VXLAN. Pour le coup, on ne va pas utiliser VXLAN pour faire ce genre de choses-là. On va utiliser du MPLS aussi en général. Et comme ici. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que ça, c'est MPLS. En gros. On va aller voir ça un peu plus dans le détail, mais globalement, c'est ça. Et donc là, on veut transférer des trames à travers le backbone. Donc ok, c'est pas compliqué, il suffit de mettre une trame dans un paquet IP. Oui, mais en fait, c'est hyper compliqué. Parce que Ethernet, c'est pas conçu pour ça. Ça, on en a bien parlé la dernière fois, aux dernières sessions. Ethernet, c'est pas du tout fait pour faire ce genre de choses-là. Il y a du broadcast dans tous les sens quand on fait de l'IPv4. En IPv6, c'est pas beaucoup mieux, il y a du multicast. Ethernet est consommateur en bande passante et il est absolument pas conçu pour être étendu de cette façon-là. Ethernet n'est pas conçu pour être étendu tout court. Donc on doit ruser, on doit avoir plein de stratégies pour bricoler vraiment très fort pour que ça marche bien, que ça soit efficace. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix, il faut que nos équipements parlent en niveau 2. C'est pas toujours légitime, mais parfois si. Et ça se complique quand on commence à avoir plusieurs sites. Parce que là, c'est pas juste un lien niveau 1 finalement qu'il faut émuler, c'est vraiment un switch. Et faire un switch à partir d'un réseau comme ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, L3VPN, on a besoin d'échanger des routes avec le service provider sur chaque site. Alors, j'en ai pas parlé, mais en fait, ici, il n'y a pas un routeur, il y en a 2 qui vont se parler comme ça, très fort. Ça, c'est le CE, c'est le Customer Edge, et là, c'est le PE, c'est le Provider Edge. Et au milieu, les routeurs au milieu, là, on appelle ça des routeurs P, des routeurs Provider. Voilà. Je repasse là-dessus, du coup. Donc, on a besoin d'échanger des routes avec le SP sur chaque site, entre CE et PE. On peut faire ça en SPF, en EIGRP ou en BGP ou même en statique. Dans le réseau du SP, on utilise BGP pour annoncer les routes. C'est typiquement un cas d'usage de BGP. On va pas commencer à vouloir pousser tout ça dans un OSPF géant qui contiendrait toutes les routes de tous les clients. C'est pas possible.
OSPF n'est pas fait pour ça, BGP est fait pour ça. Donc dans le réseau du service provider, on va utiliser BGP pour annoncer ces routes-là et pour les faire redescendre sur le CE destination. Donc si je reprends mon schéma, ici, mettons on a 192, 168, non je vais pas me mettre là, je vais me mettre là, c'est du L3. On a 192, 168.1.0/24 et on veut l'annoncer. Donc ici on a le CE, ici on a le PE. Le CE va annoncer cette route là au PE. Le PE va l'annoncer en BGP partout. Et on va redescendre à un moment donné sur un PE qui lui va la réannoncer à notre CE. Et donc ce CE apprend que pour joindre 192.168.1.0, il faut passer par lui. Voilà. Et on retrouve MPLS comme techno pour faire du L3 VPN. Le L2 VPN c'est plus cher et c'est nécessaire pour certaines applis qui fonctionnent sur L2, mais également si on veut gérer le routage purement en propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ici on passe par notre service provider pour annoncer nos routes d'un site à l'autre. Si on veut pas faire ça, on va devoir monter des sessions directes entre nos CE comme ça. Et du coup, on veut que ce CE parle directement à ce CE, mais sur le même lien. Parce que les protocoles de routage, ils fonctionnent par lien, forcément. Et donc si on veut monter une session OSPF, par exemple, entre ce CE-là et ce CE-là, eh ben, il faut que notre trame soit transférée ici. Pas notre paquet, notre trame. On veut que ce soit une liaison niveau 2. Et là, on s'occupe nous-mêmes d'annoncer nos réseaux. Et lui, c'est rien de plus qu'un switch, à nouveau. Et donc on peut même annoncer nos réseaux à lui. Et on est sur le même segment, mais c'est pas grave. Donc si on veut annoncer nous-mêmes le routage en propre, il faut un L2 VPN. Enfin, si on veut s'occuper complètement de notre routage, il faut un L2 VPN. Sinon, il faut se baser sur le service provider pour annoncer nos routes à nos sites distants. Voilà. Alors du coup, comme je dis, plein de contraintes liées au trafic, broadcast, unknown, unicast, multicast, au spanning tree, etc. On peut se poser la question de la QoS et du MTU aussi. Si on commence à faire de l'intercode DC, il faut que le service provider supporte les jumbo frames parce qu'on va pousser des paquets de 9000. Des trames de 9000 octets. Donc ça va pas forcément être pris en charge par le service provider. Enfin bon, on a plein de problèmes. On peut citer VPLS qui est du coup MPLS mais niveau 2 en gros. Plus précisément, VPWS c'est MPLS de niveau 2 et VPLS c'est du WPS multipoint. Et VPWS c'est PseudoWire. PseudoWire c'est un lien WAN point-to-point, point à point sur MPLS. C'est comme une lead line mais mutualisée. Pourquoi on dit ça? Parce que là c'est du point à point, donc c'est vraiment le cas le plus simple. C'est un pseudo-wire parce que c'est un fil virtualisé. Comme une lead line, c'est-à-dire que on a une liaison dédiée directe, mais cette liaison en fait elle n'est pas dédiée, elle est mutualisée parce que ici ça va passer par des équipements opérateurs qu'on ne maîtrise pas, qui sont actifs et qui mutualisent tous les clients. Enfin tous les clients vont passer par un ensemble d'équipements d'underlay que le client ne voit pas, hein. Mais du coup on aura bien une mutualisation des ressources. Voilà. Et donc le cas le plus simple pour faire du L2 VPN, c'est de faire du VPWS. Ça s'appelle du pseudo-wire. Un pseudo-wire multipoint, ça s'appelle du VPLS. L'ESP devient un switch Ethernet, fonctionnellement.
On peut donc gérer nous-mêmes notre routage. Attention à la scalabilité avec les IGP. BGP est à préférer sur les gros L2. Ok. Le pseudo-wire, c'est comme une liste line mutualisée. C'est utile pour une interco de DC non routée. Donc une interco de DC non routée, c'est on a par exemple 2 DC. Ici on a un DC, ici on a un autre DC avec un routeur ici, un routeur ici. On veut que ces deux routeurs se parlent et s'annoncent des routes. Mais on est à distance. On passe donc par un service provider qui nous fournit un WP. C'est comment déjà VPWS. VPWS. Un pseudo-wire. Et donc ce fil là, il est géré par notre opérateur. C'est du point à point, ça marche très bien. Et là-dessus, nous, on peut annoncer des routes sans problème. On s'échange des trames et on peut monter des sessions BGP. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Métro Ethernet, bah, c'est Ethernet sur un WAN en gros. Ou sur un MAN. Donc un MAN, c'est un réseau métropolitain. C'est un réseau qui, un peu comme je disais tout à l'heure, exploité par des gens qui ont un réseau physique métropolitain. Et dessus, on va faire de l'Ethernet sur du WDM ou du CWDM, donc de la mutualisation de longueur d'onde, comme je disais tout à l'heure. Or là, ces deux vieux trucs Sonnet, SDH, c'est des espèces d'anneaux comme ça, c'est pas de l'Ethernet, ça supporte de l'ATM, bref, on va pas en parler. Et enfin, GetVPN, qui est au programme du CCNP ENSLD. C'est un tunnelless VPN over Private WAN. Alors, j'ai rien compris à ce truc-là. Mais on a un serveur de clé qui gère des politiques de chiffrement qui sont poussées aux membres des groupes IKE pendant l'enregistrement. De ce que je comprends, c'est une sorte d'IPsec géré de façon centralisée. Je sais pas. On garde les IP sources et destinations dont il n'y a pas de tunnel. Donc pas de control plane d'overlay, donc on peut router, faire du multicast, etc. Pas utilisé sur internet à cause du NAT, vu qu'on garde les IP sources et dest, mais utilisé sur les réseaux privés MPLS. Ouais, j'ai pas creusé. J'ai pas encore creusé ça. Bon, le roi de l'interco multisite L2 ou L3, c'est MPLS. On peut aller creuser un petit peu MPLS. Comment ça fonctionne? Alors, je suis en train de dire ça, mais c'est un énorme morceau MPLS et je ne l'ai pas préparé. Ça fait appel à la notion déjà de VRF. Une VRF, c'est une instance de routage sur un routeur. Donc en gros, c'est un routeur virtuel. Comme un switch a plusieurs VLAN, c'est-à-dire plusieurs tables de commutation, un routeur peut avoir plusieurs tables de routage et associer une table de routage à un client. Et donc du coup, ouais, je vais repasser sur mon schéma. Ici, on a un routeur de client qui va être connecté à un routeur d'opérateur. Et le routeur d'opérateur, je vais le faire en vert. Qui lui-même est connecté au réseau de l'opérateur. Je rappelle la nomenclature. Ça, c'est le PE. Ça, c'est le P. Et ça, c'est le CE. Le CE va annoncer des routes au PE. Dans le PE, il va y avoir une table de routage qui va correspondre au CE, avec différentes entrées. Si on a un autre client, ici, un autre CE, peut-être qu'il va partager, il va utiliser les mêmes adresses, c'est possible. Et donc du coup, il va falloir que le PE ait une autre table de routage, avec les informations du CE, que le CE lui aura annoncé. Et ensuite, il va falloir que le PE annonce tout ça aux autres PE. Parce que peut-être que là, il y a un autre PE. Peut-être que là, il y a un autre PE. On va dire que c'est comme ça. Hein. Par exemple.
On peut même imaginer quelque chose comme ça. Et ici, il y a un autre CE rouge, par exemple. Et ici, il y a un autre PE. Un autre CE, pardon, bleu. Donc ça serait bien que la table de routage bleue se retrouve ici. Et que les informations soient échangées. Comme ça. Et que la table de routage rouge se retrouve ici. Mais pas forcément la bleue. Et que les informations soient échangées comme ça. Ok. On pourrait implémenter toutes les VRF de tous les clients sur tous les équipements. Mais ce serait extrêmement lourd à gérer. Et les décisions de routage seraient très compliquées. Et notamment, on a un problème d'overlapping. Bon, qu'on résout ok avec les VRF, mais implémenter toutes les VRF partout et les mettre à jour, c'est extrêmement coûteux. Parce qu'on va avoir des milliers de clients. Hein. Donc ça veut dire que tous les routeurs de notre réseau vont implémenter des milliers de VRF qui vont elles-mêmes être constituées de potentiellement plusieurs centaines ou de milliers de routes. Ça fait beaucoup. Alors que si on délègue localement uniquement la responsabilité des VRF au PE et on implémente uniquement les bonnes VRF au bon endroit, l'information existe toujours de façon globale. Notre réseau connaît toujours toutes les routes de tous nos clients, mais c'est complètement distribué et au bon endroit. C'est quand même plus simple. Mais du coup, comment est-ce que ces routeurs-là, ils sont capables, les routeurs au milieu là, comment est-ce qu'ils seraient capables de router s'ils connaissent pas ces réseaux-là et s'ils connaissent pas les VRF associés? C'est là qu'MPLS intervient avec un mécanisme de label. En gros, je vais essayer d'expliquer parce que je suis pas hyper à l'aise avec MPLS tout court. On part du principe que c'est très très coûteux de prendre une décision de routage quand on implémente plein de VRF et qu'on a énormément de routes différentes. IP c'est hiérarchique, c'est-à-dire qu'il faut comparer la taille du masque, prendre une décision derrière pour générer la bonne trame au bon destinataire, au bon next hop, etc. C'est relativement coûteux IP. C'est simple, mais quand on a énormément d'informations parallèles, ça peut être coûteux. A l'inverse, la notion de commutation, elle est très simple parce qu'il n'y a pas cette notion de masque, donc il n'y a pas cette notion de calcul à faire. C'est binaire. C'est soit l'adresse c'est celle-ci, soit c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci si on regarde tant d'octets, mais etc. Il n'y a pas cette notion hiérarchique avec la commutation, parce qu'on se base sur les adresses MAC. MPLS reprend un peu ça en se basant non plus sur les adresses MAC, mais sur des labels. Et donc, ce PE, il va annoncer au routeur P, ici, que pour joindre un certain réseau, il faut utiliser un certain label. Donc, par exemple, le label 50. Lui, il va propager l'information en disant moi, envoie-moi le label 15 pour ce réseau-là. Et donc lui, il note, il se dit pour joindre le réseau Intel, il faut utiliser le label 15 pour joindre le réseau qui est là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le paquet qui va arriver sur le PE à destination de ce réseau-là, il va l'encapsuler dans MPLS. Il va simplement lui dire utilise le label 15. Et donc, lui, il aura retenu que label 15, il faut l'envoyer à lui. Et lui, il va se dire oui, je reçois quelque chose du label 15, je regarde dans ma table, il faut que je l'envoie ici avec le label 50. Parce qu'on me l'a dit. Et lui, il reçoit oui, label 50, moi j'avais dit à lui que le label 50, il correspondait à ce réseau-là, et donc du coup, il faut que je sorte sur cette VRF dans ce réseau-là. Et du coup, le travail à l'intérieur du backbone, une fois tous les labels distribués, on a un protocole qui permet de faire ça qui s'appelle LDP, Label Distribution Protocol. Une fois que tout ce travail-là a été fait, en fait, c'est hyper simple. Le travail en cœur de réseau, donc bon, le cœur de réseau, c'est juste ça, ici, c'est plus que ce qu'on appelle la commutation de label. C'est-à-dire, je reçois un paquet avec tel label, je regarde dans ma table, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de calcul à faire, il y a tel label à appliquer et on transfère. En réalité, il y a un autre label qui correspond au label de VPN pour pouvoir discriminer la bonne table de routage à la fin. Mais globalement, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas hyper préparé. Mais l'idée, c'est ça. C'est de la commutation de labels. Et c'est plus du routage IP. Où on a des millions de routes, etc. Là, on a juste une liste de labels, une liste de correspondances. Et pouf, 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 ça peut envoyer très très vite. Et l'information,
des routes, etc. Elle se situe en périphérie du réseau sur les PE, qui sont des routeurs plus puissants que les routeurs de cœur, mais aussi connectés à quelques clients. Et chaque PE va pas gérer l'intégrité des routes. On va implémenter les bonnes VRF sur les bons PE. Et de cette façon-là, on a les informations des clients au bon endroit. Comment les PE savent les routes des clients et comment les mettre dans les bonnes VRF grâce à BGP. Donc on va monter des sessions IBGP que je vais représenter encore d'une autre couleur. Allez hop. On va monter des sessions IBGP entre les PE. Et c'est des sessions, en fait, c'est du MP IBGP. Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Bon, IBGP parce que c'est du BGP sur un seul AS. Donc on a un full mesh, etc. etc. Je ne vais pas faire un cours de BGP là. MP parce qu'on ne va pas transporter vraiment des routes IPv4. En fait, on va transporter des routes VPN V4. Des routes VPN V4, c'est des routes en gros auxquelles on va ajouter ce qu'on appelle un RD. Donc c'est une IP, enfin c'est un préfixe IP. Préfixe, bon V4, plus RD. Et le RD, c'est une sorte de discriminant qui permet de rendre unique une route. Dans le sens où si on a plusieurs clients qui vont utiliser le même réseau, par exemple 192.168.0.0, et ben on va pouvoir discriminer ces deux réseaux-là et les associer à la bonne VRF. Et donc le RD, c'est un identifiant, c'est pas vraiment un identifiant de VRF, faut pas le voir comme ça, mais c'est un identifiant qui rend unique une route au travers de toutes de son existence dans des VRF. Une même route rendue unique de cette façon-là peut être présente dans plusieurs VRF, dans certains cas. Quand on fait de l'intercode VRF pour, par exemple, permettre à plusieurs clients de se parler. Mais on va utiliser BGP pour annoncer des routes un peu spéciales qui vont contenir cette petite information en plus. Et en fait, on va configurer nos routeurs pour accepter dans tel VRF les routes qui vont avoir tel, non pas RD, mais RT. C'est encore un autre... ça s'appelle le route target. Ça, c'est le route distinguisher et ça, c'est le route target. En fait, on va publier des routes VPN V4 en leur ajoutant... Donc, une route VPN V4, c'est un préfixe IP plus un route distinguisher qui est un numéro qui rend cette route unique. Et on va publier cette route en précisant un RT. Le RT, il va servir en fait à la réception pour que le routeur installe dans tel VRF, tel VRF, tel VRF les routes qui correspondent à tel RT, à telle route target. On confond souvent les deux, en fait c'est pas la même chose. Le RD c'est vraiment ce qui rend la route unique. Et donc ensuite quand on fait un show IP route, en gros, entre guillemets, un show IP route VPN V4, on ne voit plus juste une route 192.168.0.0/24, on voit 192.168.0.0/24, virgule, entre guillemets, 100.001. Et le RT, c'est juste, il est présent au moment des annonces et des réceptions d'annonces. Il sert à savoir si on veut accepter une annonce et si on l'accepte, dans quel VRF on va la mettre. Voilà. En gros, il sert à ça le RT. Donc voilà, c'est du BGP modifié pour permettre d'annoncer des routes au travers de plusieurs VRF. Donc des routes qui s'overlappent, etc. Donc MPLS, c'est ça. C'est à la fois de la commutation de labels au centre et en périphérie du MPBGP pour s'annoncer les routes des clients, mais uniquement en périphérie. Voilà. Ça, c'est pour les L3 VPN. Pour les L2 VPN, ça va être encore différent. Et en vrai, je sais absolument pas comment ça marche. Donc voilà. Je connais la partie, pour le coup, VPN VXLAN, mais la partie VPLS, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? MPLS, réseau d'OSP partagé. Utilise des labels pour créer et identifier des VPN.
Ok. Quand un PE reçoit une trame d'un CE, il ajoute un label entre le header L2 et le header L3 qui sert à prendre des décisions de forwarding dans le réseau du SP. On ne regarde pas l'IP destination. On regarde uniquement le label qui est au-dessus d'Ethernet. Le CE, c'est important, on n'utilise pas MPLS, c'est uniquement le PE et les routeurs P. On associe un réseau IP à un label et on annonce le label avec LDP. On connaît les labels des voisins, mais uniquement des voisins. Chaque routeur a sa propre table, ses propres labels. Le label est réécrit à chaque hop. Comme j'ai dit tout à l'heure, utilise le 15 et puis utilise le 50, etc., etc. Quand on utilise un L3 VPN MPLS, le CE et le PE font du peering en OSPF ou autre, ou éventuellement des routes statiques. Le CE de Office A apprend les routes de Office B et inversement grâce au peering. Mais grâce au peering avec les PE, pas entre eux, parce qu'on est sur du L3 VPN. Ça nécessite des VRF parce qu'on va le service provider doit apprendre les routes de ses clients. Et donc on va avoir une ou plusieurs VRF par client. Quand on utilise un L2 VPN MPLS, pas de peering. Le réseau SP est transparent. Les interfaces WAN des CE sont dans le même réseau. Et oui, c'est ça du pseudo-wire. Ils peuvent donc faire du peering entre eux. Le réseau SP se positionne comme un switch. Voilà. On peut se connecter à un réseau MPLS via différentes technos, Ethernet sur fibre optique, 4G ou 5G, en serial, etc. Donc ça c'est juste le peering avec le PE. Hein. Une fois qu'on a une connectivité avec le PE, le reste c'est la responsabilité du service provider. Alors pour faire tourner un MPLS, il faut un IGP et un LDP. Donc l'IGP c'est le réseau interne du backbone de l'OSPF. Et un LDP qui est le protocole de distribution de labels. Ou c'est pas TSVP, c'est RSVP, RSVP-TE, qui permet de faire du traffic engineering et de la réservation de ressources. Ou bien SRMPLS, j'en ai pas parlé, mais c'est pour faire du segment routing en utilisant des labels MPLS. Mais on va pas parler de segment routing. On peut aussi définir les labels manuellement sans LDP, hein, éventuellement. Pas trop l'intérêt, à part pour des raisons de test. Le label est déterminé donc le label à utiliser est déterminé en regardant la FEC, Forwarding Equivalent Class, c'est une sorte de table de correspondance en fonction d'éléments du paquet. MAC, IP, classe de service aussi. Parce qu'on peut, pour une même destination en fait, on va pouvoir utiliser un label différent en fonction de la qualité de service qu'on veut avoir. Et c'est là qu'on commence à parler de traffic engineering. Un chemin est appelé, donc un circuit en fait, est appelé un LSP, label switch pass, et est unidirectionnel. On peut avoir donc, le retour il passera potentiellement par un autre chemin. Savoir comme un tunnel à sens unique. Un routeur MPLS est appelé un LSR, ok. Ça on s'en fout. Alors, MPLS est très efficace pour commuter les labels. À la base, c'était pour accélérer les décisions de routage quand c'était coûteux en process switching. Oui, ce que je dis tout à l'heure sur le fait que c'était coûteux de faire du routage, c'est quand on faisait du process switching. C'est quand toutes les décisions étaient prises par le CPU du routeur. Aujourd'hui, c'est plus le cas, grâce à Ceph notamment, qui va faire une sorte d'accélération matérielle du routage, pour le dire très simplement. Mais avec MPLS, le cœur est BGP free. On ne fait pas tourner BGP sur le cœur en MPLS. Les sessions IBGP sont montées uniquement entre les PE. Et donc du coup, le cœur ne se trimballe pas toutes les routes des clients, voire d'internet, si on doit annoncer les routes d'internet. Donc le cœur est léger, et le cœur est donc pas cher. Seuls les PE connaissent le point d'adressage des clients. On peut empiler les labels, et généralement c'est ça. Le premier label c'est le transport, donc en gros c'est le next hop. Et le deuxième label qui va être dépilé tout à la fin, c'est le label de VPN. C'est pour identifier le... Alors est-ce qu'on parle de VRF ou est-ce qu'on parle plutôt de client? Je sais pas, plutôt de VRF je pense. Sur le PE destination. J'ai un petit doute sur à quoi ça sert vraiment ce truc là. Parce que je me dis normalement, si on a N routes, on a N labels. Donc... Et si c'est des routes VPN V4,
on n'a pas besoin d'avoir la précision. Parce que si on a 3 routes qui sont vers le même préfixe mais avec 3 RD différents, on va juste générer 3 labels différents. Et je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un label de VPN. Ça sera creusé de mon côté. LDP peut servir à faire du pseudo-wire, comme on l'a vu tout à l'heure, manuel VPLS, BGP base VPLS, donc VPLS manuel, VPLS basé sur BGP, donc ça je sais absolument pas comment ça marche, MPI BGP, etc. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec MPI BGP, on rend les routes des clients uniques avec un préfixe de 64 bits. C'est le route distinguisher. Ce n'est que le plan de contrôle. Oui. Le RD fait partie du plan de contrôle. Pour moi, c'est plus le RT qui fait partie du plan de contrôle. Ouais. Bah, oui, enfin, ça reste du plan de contrôle parce que ça reste du BGP. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas d'où je sors ça. Pas besoin de MP BGP sur les routeurs P. Uniquement de label swapping, c'est uniquement du transit, pas d'interaction avec les clients. Ok. Besoin d'un full mesh car IBGP. Oui. Éventuellement avec un route reflector. Un VPN, c'est une VRF et des attributs qu'on va importer entre les PE. Ça, c'est les RT. Les attributs en question. Enfin, l'import-export, c'est via les RT. Ah, voilà. Les stacks de labels. Généralement, un pour désigner le service connu des deux PE, annoncé par le PE en sortie de MPBGP, et un pour le transit différent à chaque saut. Dit autrement, un label VPN de bout en bout et un label. Et un LDP. Un label LDP, saut en saut. On n'a pas besoin de label pour le control plane, mais pour le data plane. Oui. Les labels, c'est uniquement dans le data plane. C'est la commutation des paquets. Bon, le header, on s'en fout. Ça va dans la LIB, label information de base. Quand MPLS est activé, les routeurs associent automatiquement des labels à chaque destination qu'ils ont dans leur table de routage. Oui. Mais du coup, je vois pas l'intérêt du label VPN. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. Sur le PE, table de routage par défaut pour les IGP. Oui. L'IGP utilise la VRF par défaut. Et les réseaux clients utilisent les VRF. Les autres VRF. Les PE translatent les routes des clients en route VPN v4. Donc ils vont y associer un RD. En fonction de la VRF. Les PE se passent les annonces de routage des clients entre eux en les encapsulant dans MPLS et se font en MPBGP. Ah, ils les encapsulent en MPLS, ah bon? D'accord. On a un RD pour confiner dans les bonnes VRF. Le RD, c'est pour rendre unique les routes. Les PE vont annoncer des routes vers les réseaux privés en accompagnant ces annonces des RD pour dire à quelle VRF ces annonces sont destinées. Mais ça, c'est les RT. Ça, c'est les RT. Pour dire à quelle VRF ces annonces sont destinées. Route target, préciser les RD vers lesquels. C'est pas les RD. Hein. Et depuis lesquels une VRF accepte les annonces de routage. Ça, c'est ce que je dis tout à l'heure. Si au moins un RT reçu dans un update match avec l'import, on accepte la route. Donc quand on configure une VRF, on dit moi j'accepte tel RT. Et donc si on reçoit une annonce de routage avec comme RT, ben celui-ci, on va accepter la route. Voilà. Bon, c'est très très vague ce que je raconte là parce que je l'ai pas bien préparé. MPS c'est pas au programme du CCNP ENSLD, donc j'ai pas non plus pris le temps de creuser ça. Je sais que j'ai un peu plus d'infos ailleurs parce que j'avais commencé à faire des labs. Où est-ce que j'ai mis MPLS? Si je peux avoir 2-3 autres infos.
peut-être là. MPLS. Ça doit pas être là. Non, je pensais que c'était là, mais c'est pas là. Architecture? Mais non, architecture c'est là. Hors programme en fait. MPLS. Oui. Oui, c'est ça. Là, ça va un peu plus loin parce que j'avais fait vraiment du lab à l'époque. Et j'avais essayé de comprendre à chaque étape, à chaque micro-étape, qu'est-ce qui était rempli dans quelle table de tel routeur et tel routeur pour bien comprendre d'où venaient les infos, qui annonçait quoi, comment les routeurs prenaient leurs décisions, etc. On pourra en faire, enfin on en fera clairement un jour une session, parce que c'est très intéressant, MPLS, et je pense que c'est pas toujours très bien compris dans le détail, ce qui est dommage. Mais ouais, mais c'est cool, c'est cool. Bon voilà. Ouais, VPN IPsec, donc DMVPN, multipoint VPN, ça on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas parlé des fabriques SD-WAN parce que pour l'instant j'y comprends rien. Enfin, c'est pas que j'y comprends rien, c'est que on parle beaucoup du SD-WAN. C'est en vrai, il y a rien de fou, hein, c'est juste de l'automatisation qui permet de facilement et dynamiquement gérer du WAN. Mais il n'y a rien de révolutionnaire en fait, vraiment rien. Les technos c'est les mêmes, c'est du MPLS et c'est du tunneling IPsec. C'est juste que c'est du clic-clic et c'est du facile plutôt que de s'embêter. Et c'est plus scalable potentiellement. On va vraiment apporter de l'automatisation. Par rapport à faire les choses de façon plus traditionnelle, mais c'est très marketing en fait, hein, parce que à la fin c'est les mêmes concepts. Ouais. Ok, bon, on va s'arrêter là, je pense. On a couvert pas mal de choses. Donc, finalement, les différentes solutions WAN, il y en a pas mal qui ont des portées différentes, qui coûtent pas toutes le même prix, qui sont utilisées plus ou moins qui ont des cas d'usage différents. Dès qu'on veut de la qualité de service, aujourd'hui, on va plutôt s'orienter vers du MPLS parce que on va être sur un réseau privé en fait d'opérateurs qui lui va vraiment maîtriser son trafic de bout en bout en faisant du traffic engineering notamment. Et si on paye pour une qualité de service, on va l'avoir. Là où en passant par internet, on passe par un ensemble d'endroits où on sait pas où on passe en fait. C'est juste ça va marcher, mais ça va marcher sans aucune garantie. Ben avec MPLS, on a des garanties puisque le trafic il va rester confiné dans le backbone de l'opérateur et l'opérateur il va gérer son réseau de façon normalement correcte. Et on peut appliquer des pénalités si les engagements SLA ne sont pas respectés. C'est pour ça qu'il y a encore pas mal de gens qui ont des liaisons MPLS là où on se dit mais pourquoi vous faites pas un putain de tunnel WireGuard, c'est quand même plus simple quoi. Et ben parce que des fois on veut une qualité. Alors des fois c'est vraiment abusé. Des gens ils ont des tunnels 10 mégasecondes qui payent une fortune pour du backup. Enfin c'est débile. C'est débile. Voilà. C'est souvent historique parce que à l'époque les protocoles de tunneling étaient peut-être moins répandus. Je pense notamment à WireGuard ou à ce genre de choses là qui n'existaient pas. Aujourd'hui c'est très facile de monter un tunnel sur internet. C'est gratuit et tout. Donc à l'époque c'était pas le cas et vraiment la seule solution d'avoir du WAN et ben c'était de passer par ces liaisons là et notamment l'accès internet était aussi bas débit et donc c'était pas choquant d'avoir des liaisons 50 mégas en MPLS voire moins que ça. 20 mégas et on les retrouve encore aujourd'hui et ça coûte très cher. Alors j'invite les gens qui ont ce genre de liaison à se poser la question du besoin fonctionnel. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette qualité de service pour les paquets qui passent dessus et au vu du prix? Je pense que souvent la réponse est non. De ce que j'ai vu. Voilà.
Sur ces belles paroles, je vous souhaite un joyeux Noël. Allez, bonne soirée.